Alors bonjour à tous, j'espère que les ateliers de la journée ont été fructueux. J'imagine, j'ai pu en écouter deux, c'était très riche, très inspirant. Et nous allons continuer ces échanges avec une table ronde composée d'invités qui sont tous des représentants d'institutions, qui vont venir témoigner des défis auxquels ils sont confrontés, mais également des actions qu'ils mettent en place chacun sur leur territoire. On a donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gilles Mahieu, vous êtes gouverneur de la province du Brabant Wallon. Stéphanie Hayden, vous êtes présidente d'Idelux Eau, intercommunale luxembourgeoise, province du Luxembourg. Jean-Michel Javot, vous êtes bourgmestre de la commune d'Amé. Et Geneviève de Wergifos, vous êtes présidente, oui, du CPAS de Senef. Soyez les bienvenus. Alors, la table ronde ici, elle va se pencher d'une part sur les recommandations qui ont été formulées à l'issue du concret sur la résilience de la Wallonie, mais également sur le contenu des ateliers de la journée. Alors, un premier point, évidemment, qui apparaît d'emblée, et François Gemène l'a rappelé ici en introduction, c'est la question de l'anticipation de ces risques environnementaux et climatiques. Et j'avais envie d'interroger tout d'abord monsieur le gouverneur. Quels sont les moyens préventifs mis en place par la province du Brabant Wallon, justement, pour faire face, pour être plus résiliente par rapport à toutes ces crises? Merci et merci pour l'invitation et de nous donner l'occasion de parler de nos sentiments, de notre perception du terrain par rapport je dirais, à l'évolution et à l'urgence climatique et à ces manifestations les plus fortes. Alors, je vais distinguer deux choses. D'une part, la prévention et la préparation. Parce que quand on parle d'anticiper les risques, bien sûr, on peut essayer de réduire les risques par des moyens préventifs, mais aussi, il faut se préparer au cas où ces moyens préventifs ne sont pas suffisants, ce qui est malheureusement souvent le cas, et par rapport au phénomène climatique, c'est évident. Et donc, on a à la fois des dispositifs préventifs importants, du type la mise en place de zones d'immersion temporaire, des partenariats visant à mettre des fascines, des négociations avec les agriculteurs au quotidien, et tout un travail qui est fait avec les communes du Brabant Wallon, et donc avec je dirais, l'ensemble des structures qui existent, institutionnelles qui existent, notamment dans les bassins hydrographiques, et donc les contrats de rivière, bien entendu. Et donc là-dessus, je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais sachez que l'on fait un maximum de travaux préventifs en partenariat avec toute l'expertise qui est là, avec l'UCL aussi qui nous aide à modéliser les zones d'aléas, par exemple, par rapport aux inondations ou par rapport à d'autres types de phénomènes météorologiques que l'on pourrait rencontrer. Donc tout ça, c'est, je dirais, un aspect plutôt préventif. À côté de ça, il y a un aspect qui est plutôt de l'ordre de la préparation, où là, ça rentre plus dans mes compétences de gouverneur, c'est-à-dire de veiller à ce que l'ensemble des services soient prêts à répondre au cas où on est débordé, c'est-à-dire quand on se trouve en situation d'urgence. Et donc, dans ce contexte-là, on essaye d'une part, le premier travail, c'est d'analyser les catastrophes précédentes. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les RETEX, les retours d'expérience, que ce soit en exercice ou dans la réalité. Chaque événement est analysé et à partir de là, on essaye de s'améliorer, d'améliorer la réaction des services de secours, d'améliorer la réaction des municipalités, des communes, par rapport aux priorités observées sur le terrain et éventuellement aussi de changer, d'améliorer la modélisation scientifique qui est faite par rapport aux zones d'aléas, par exemple. Derrière ça, après s'être préparé et s'exercer régulièrement sur ce genre de scénario, on va aussi essayer de trouver de nouvelles formes de coopération. Un de mes dadas, c'est de travailler beaucoup plus en partenariat avec les citoyens. Et donc, on va essayer d'avoir des citoyens experts dans certains quartiers. Par exemple, à Tubize, nous avons des groupes de citoyens qui observent les inondations. C'est un gros avantage, c'est que comme vous le savez peut-être, lors des inondations liégeoises, une partie des linimètres, donc de la mesure des débits et des hauteurs de crues, ont été emportés. Pour nous, quand on est en cellule de crise, la réaction est très différente en fonction de l'image que l'on se fait de l'événement qui est en train de se produire. Et on a besoin d'un maximum d'informations pour pouvoir réagir de façon opportune. Quand on se trompe, c'est généralement
et on se trompe souvent malheureusement en gestion de crise, il faut l'assumer, c'est généralement parce qu'on travaille sur de mauvaises informations à un moment donné. C'est pour ça qu'on a besoin de témoins sur le terrain qui nous remontent des photographies et surtout qui nous remontent ce qu'ils savent de la rivière qui passe en bas de chez eux, par exemple. Et donc ça, c'est un premier travail que l'on fait. On travaille aussi, par exemple, avec des météorologues amateurs. Si je dois travailler juste avec l'IRM pour savoir quelles sont les quantités d'eau qui vont tomber à un endroit, c'est totalement insuffisant parce que je ne peux pas, dans chaque bassin, me dire, là, il va tomber 30 litres, là, il va tomber 50 litres. Je sais que s'il tombe 35 litres à tel endroit, il va y avoir une crue à tel autre endroit dans X heures, par exemple. Et donc, ce genre d'expérience et de savoir nécessite pour cela qu'on ait des pluviomètres partout. Alors, comment faire? Heureusement, en Belgique, on a des tas de fanatiques météorologues amateurs qui sont dans un réseau, et on a passé une convention avec ce réseau de façon à avoir cette information pour nos cellules d'urgence. D'accord. On aura l'occasion de revenir sur l'implication des citoyens parce que ça a été abordé ce matin en atelier avec 2 associations citoyennes qui justement vivaient un peu mal le fait que les citoyens bénévoles qui sont très impliqués durant ces périodes de crise manquent de reconnaissance, ne sont pas toujours invités autour des tables de discussion et de bilan. Et donc effectivement c'est très intéressant comme démarche qui est menée là au sein de la province. Alors pour rester dans le suivi des communes, Idelux, vous, en tant qu'intercommunal, vous êtes confronté à ces épisodes climatiques extrêmes de 2 manières, si je puis dire. D'une part, dans la protection de vos ouvrages d'assainissement des eaux, et d'autre part, dans l'accompagnement des communes, vous les aidez aussi à prévenir et gérer au mieux tous ces crises, enfin ces épisodes climatiques complexes. Ouais, voilà, donc Idelux Eau gère évidemment toute la partie assainissement de la province de Luxembourg. Il faut savoir qu'on est sur un territoire qui représente plus ou moins 75% d'assainissement collectif. Donc on vient justement d'inaugurer dernièrement la 96e station d'épuration. Donc tout ce qui est évidemment grosse station d'épuration, gros ouvrage, tout ça a été construit, mais il reste quand même encore une centaine de stations d'épuration à créer. Et donc il y a cette partie d'assainissement, mais il y a aussi la partie soutien, aide aux communes. Et donc par rapport aux événements tragiques qui se sont déroulés en juillet 2021, bien évidemment, Idelux Eau n'avait pas attendu cette période pour rencontrer les communes, mais on a de nouveau été vers les 14 communes les plus impactées de ces inondations 2021 pour à nouveau finalement comprendre, parce que je pense que ce sont évidemment les élus locaux qui connaissent bien mieux leur territoire que l'intercommunal, même s'il y a évidemment au sein de l'intercommunal des experts et que les équipes commencent évidemment à connaître de mieux en mieux chaque particularité du territoire. C'était vraiment l'occasion là de redéfinir des actions concrètes à mettre en place. C'est aussi l'occasion de se rendre compte qu'il y a des ouvrages qui ont été créés et qui ont fort heureusement joué leur rôle. Hein. Donc on parle de bassins d'orage. Par exemple, on avait cité, je cite l'exemple d'une commune du sud de la province qui avait vraiment des fortes coulées boueuses. Il y a un bassin d'orage qui a été créé il y a plus de 5 ans et il a joué parfaitement son rôle ici en juillet 2021. Et donc voilà, c'est tout un travail de terrain que l'on mène auprès des communes et je pense qu'il est précieux parce que certaines communes n'ont pas toujours les moyens humains ou les experts pour comprendre et pour savoir ce qu'il faut mettre en place. Et donc là, l'intercommunal, évidemment, joue son rôle et est aux côtés des communes pour étudier finalement quels sont les moyens pour combattre ou en tous les cas pour faire face à ces pluies, à ces orages qui, on le sait, vont arriver, sont encore évidemment à prévoir malheureusement.
Merci Stéphanie Hayden. Alors, je me tourne vers Monsieur Javot à présent. Donc, la commune d'Amé a été touchée partiellement durant les inondations de juillet. Alors, ce qui ressort aussi beaucoup dans le bilan après ces catastrophes, c'est un manque de communication, un manque de coordination entre les différentes parties prenantes, citoyens, communes, services de secours, etc. Comment mieux fédérer l'ensemble de ces acteurs, comment aussi dynamiser cette action collective et maintenir aussi un état de veille dans le chef de tous ces acteurs, comment finalement créer cette culture aussi de la crise, de la vulnérabilité dont on parlera encore après dans le débat. Voilà, vaste question, mais est-ce qu'en tout cas chez vous ça a été le cas à Amé, ou est-ce que les choses se sont plutôt bien déroulées, est-ce que les infos étaient fluides, est-ce que les collaborations étaient porteuses? Vous me donnez 1 heure. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, beaucoup de modestie et d'humilité. Et donc, j'ai été lire un peu les travaux qui ont été faits dans les précédents congrès. Je voulais vous féliciter, vous remercier, parce que ça recoupe beaucoup de choses que nous avons vécues sur le terrain. Quand je disais humilité et modestie, parce que dans la question tantôt à Gilles, c'était comment anticiper, comment pouvoir préparer. Je ne vais pas donner les dates, mais quand je suis devenu conseiller communal, vous savez, Amé, c'est fille de Meuse, hein, c'est même son surnom. Point de passage entre Aix-la-Chapelle et Rome. Donc les Romains savaient déjà où s'installer, donc s'installer sur les hauteurs, et quelque part on sait que c'était les Romains les moins riches qui étaient le long de la Meuse. Et quand je suis devenu conseiller communal, en fait, on a eu les inondations 94-95, toute la cité, 600 logements sociaux et toutes les rues du bas, c'était des inondations progressives. Et donc toute la cité était inondée, l'armée venait en canot pour alimenter pendant quelques jours les maisons. Et donc on a répondu tous ensemble, tous les acteurs, la région wallonne, la commune, etc., des vannes anti-retour, on a fait des stations de relevage, on a joué avec les barrages, on a travaillé avec les différents barrages, on a modifié la Meuse. Et depuis 3 ans, ce n'est pas du tout là que nous sommes inondés. C'est pour ça que je disais un peu de modestie et d'humilité. Mais ce sont sur les hauteurs, ce sont à une échelle supralocale parce qu'il y a eu construction de zoning industriel en bord d'autoroute, parce qu'il y a eu construction de lotissements dans des anciennes zones agricoles qui étaient des bassins de rétention et parfois des lotissements à des endroits qui étaient marécageux où il y avait 5 ruisseaux. Et quelque part, tout arrivait dans le même ruisseau. Et donc c'est un torrent qui a dévalé dans un des quartiers pas très riches non plus. Il y a quand même parfois comme ça des connexions, et donc un ancien quartier industriel mais mis sur les hauteurs. Paradoxe aussi qui était au-dessus d'un bassin d'orage. Donc le bassin d'orage était vide et le quartier au-dessus a été inondé. Donc quand je dis modestie, on doit pratiquement tout reprendre à zéro parce que quelque part il y a eu un nouveau chemin d'eau et fatalement des décisions prises sur les 10 dernières années qui ont amené des nouvelles difficultés climatiques. Et donc pour répondre à votre question, moi ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on a énormément de richesses humaines sur le territoire. Alors on a évidemment, même s'il y a eu quand même pas mal de désinvestissements dans les pouvoirs publics, mais on a évidemment nos services de secours, on a évidemment l'articulation avec les plans d'urgence. Je suis dans une cellule de crise depuis presque 3 ans maintenant avec le Covid qu'on a réactivé au moment des inondations pour coordonner les bourgmestres. On a des WhatsApp qui marchent super bien. Mais on sait aussi que quand ça se passe sur plusieurs communes, c'est très difficile d'être en même temps au même endroit. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises privées, des citoyens, Gilles en a parlé avec les citoyens observateurs, mais qu'il y avait des ressources, des pompes chez eux, parfois des moyens industriels, des camions de déménagement, mais aussi des outils très utiles. On a évidemment le génie à l'armée. On s'est rendu compte qu'il y a là énormément de ressources qui, pour moi, doivent être mobilisées toute l'année. Alors, pas mobilisées financièrement, etc., mais qui pourraient, qui sont en tout cas d'un appui gigantesque quand on a l'impression que tout est perdu, qu'on est vraiment au bord de la catastrophe. Et donc je pense qu'on doit garder en veille toutes ces bonnes intentions, alors avec toutes les limites évidemment du bénévolat, la limite des volontaires, etc. Mais vous parliez tout à l'heure de reconnaissance, ça revient énormément, ça. Ça a été évidemment le cas dans la vallée de la Vesdre, que je connais un peu aussi, puisqu'on a pas mal de personnes qui travaillent chez nous, qui habitent, etc. Et donc ça a été le cas dans la vallée de la Vesdre, mais c'est le cas dans les autres villages. Anu vient encore d'être inondé pas plus tard que la semaine dernière. Et donc c'est vrai que très souvent on se dit, voilà, pendant 3-4 jours, heureusement qu'on était là, et puis on n'a plus de nouvelles jusque l'année suivante. Parce qu'il faut savoir que les inondations d'Anu, c'était jour pour jour, le même jour que les premières inondations de juin l'année dernière. Et donc il y a quand même quelque chose comme ça qui est perturbant. Je suppose qu'on parlera peut-être un petit peu, je vais essayer de ne pas être trop long, mais aussi de l'éco-anxiété, du stress qui arrive chez les citoyens. Moi, le nombre de messages que j'ai reçus quand il faisait très très sec et qu'on voyait les prévisions météo. Vous n'étiez pas là ce matin. Ah oui, non, je suis Vous avez désolé. raté l'intervention d'Ilios Kotsou qui était passionnante et
Mais, on en dira un petit mot plus tard. Oui. Mais ils ont envie d'être partie prenante. Ce que je voulais dire, c'est que des personnes qui ont été victimes ont envie aussi, pas seulement pour leur quartier, mais aussi pour d'autres quartiers, parce que ce qu'on doit se rendre compte aujourd'hui, c'est que ce n'est pas nécessairement les mêmes quartiers ou les mêmes vallées ou les mêmes rivières qui vont chaque fois faire les mêmes dégâts. Et donc, ici, on parle d'inondation. Ben, je suis bourgmestre depuis 16 ans déjà. J'ai une dérogation, Hélène. Et donc, j'ai eu bourgmestre depuis 16 ans. Mais par exemple, sur les dernières années, on a enchaîné plusieurs crises. On a eu une panne de courant de 3 jours parce que des arbres avaient fait un déclenchement sur de la moyenne tension. Il faut gérer une panne de courant, les soins palliatifs, les lits, les homes, tout ce que ça peut donner, c'est quelque chose aussi. Et là, au début, on ne se rend pas compte que c'est lié au dérèglement climatique, mais c'était directement lié, les vents, les câbles en hauteur, et donc il y a directement des liens. On a évidemment les épisodes de canicule avec énormément les plans de cohésion sociaux, avec énormément de solidarité. Justement, j'en profite, je rebondis. C'est une bonne occasion de vous couper, Monsieur Javot. C'était convenu, vous deviez quand je suis trop long. Donc pour rebondir avec Madame de Wergy-Foss, qui est présidente du CPS de Senef. Alors on l'a bien dit ce matin, François Gemène l'a encore rappelé, que les publics précarisés sont plus vulnérables face aux épisodes d'inondation, de canicule, etc. Qu'il s'agit donc d'articuler des politiques climatiques et environnementales avec des politiques de justice sociale. Vous, en tant que responsable, présidente du CPS, vous êtes aussi avec vos bénéficiaires confrontés à des difficultés face notamment aux épisodes de canicule. Comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous prévenez ces risques-là? Comment vous accompagnez votre public face à ces difficultés de plus en plus courantes? Bonjour à tous. Effectivement, c'est très difficile parce que les bénéficiaires du CPS sont très éloignés de toutes ces préoccupations. Ils n'ont pas les moyens, clairement, donc ils les subissent. Ils les subissent et ils viennent nous trouver. Ils viennent nous trouver soit pour les aider à payer leurs factures d'énergie ou bien pour demander de l'aide. Par exemple, les personnes âgées qui se retrouvent seules ont besoin de compagnie, d'aide familiale pour les aider à passer justement ces moments de canicule parce qu'elles oublient de boire, elles oublient de s'alimenter. Donc c'est vraiment des personnes qui sont vraiment précarisées et qui ont besoin qu'on les assiste, clairement. Alors je rebondis avec vous en préparant ce débat. Vous m'avez raconté un projet qui est mené par le CPS qui finalement permet de mettre votre public, de le remettre sur pied quelque part grâce à la nature, en contact avec la nature, parce qu'on parle aussi beaucoup évidemment de rapport au vivant et de protection de la biodiversité dans le cadre de cette journée. Alors vous avez mis en place un système de maraîchage avec des personnes qui sont en décrochage social. Et c'est une double façon de se remettre à flot, c'est retrouver du sens dans sa vie, c'est se reconnecter à la terre. Donc c'est un projet porteur, tout ça aussi c'est de la résilience quelque part. Tout à fait. On a eu la chance, l'opportunité d'acquérir un terrain au CPS et on a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc notre mission c'est de les réinsérer. Et donc avec des encadrants qui sont super, qui sont vraiment des jardiniers hors pair, qui font de l'or avec leurs doigts. On a mis en place un jardin éco-responsable. Donc on cultive des légumes, on a planté aussi un verger, on fait aussi un compost de quartier, on a des jardins partagés. Et donc lors de la bonne saison, on peut faire des colis pour les personnes pour les plus démunis de la commune, et ce sont les articles 60, donc les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, qui s'y attellent et qui préparent les colis et vont les livrer aux bénéficiaires. Donc ça donne un sens à leur travail, ça les remet complètement dans le circuit, ça leur apprend déjà à se lever, à ne plus fumer des cigarettes qui font rire, comme ils disent, et bon, ça les réinsère et ça leur donne vraiment un sentiment de fierté, et puis ils peuvent aussi aider à nourrir d'autres personnes. Donc au bout du contrat, ils retrouvent soit un boulot, mais ça c'est plus rare malheureusement, mais ils retrouvent le droit au chômage, donc ils se réinsèrent tout doucement dans la société, grâce à ce projet aussi de biodiversité, quoi. Et on voit à quel point effectivement la nature est bienfaitrice pour l'âme et le corps. C'est pas Ilios Kotsou qui dira le contraire, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais effectivement beau projet, et je pense qu'on a beaucoup comme ça en Wallonie qui se multiplient. Alors une autre question aussi, vous l'avez déjà abordée de manière indirecte, Monsieur Javot et Monsieur le Gouverneur, c'est la question de l'échelle de l'action. Quelle est l'échelle la plus adaptée finalement pour réagir à ces crises, pour être plus résilient?
on voit qu'il y a une nécessité de se coordonner entre communes. On voit des provinces qui travaillent à l'échelon du bassin versant. Finalement, le niveau d'action optimal est celui de la supracommunalité, j'imagine. Comment davantage formaliser tout ça? Comment être plus solidaires les uns avec les autres et comment plus travailler ensemble? Si vous permettez, je voudrais distinguer deux choses là. Je pense que l'échelon le plus adéquat pour la gestion de la prévention et de tous les dispositifs qui peuvent aider à réduire le risque est bien un échelon supracommunal. Par contre, sur l'échelon de la gestion de crise, là, il y a le niveau communal à sa compétence si on est face à un phénomène qui est localisé. Et le niveau provincial à sa compétence si on est face à un phénomène supracommunal, voire l'échelon fédéral, si l'événement, comme en juillet, se passe sur plusieurs provinces. Cela dit, ça c'est le modèle organisé par la loi. Dans la réalité, on va travailler, si j'ai un événement qui touche par exemple l'ASB Brabançonne, je vais travailler uniquement avec les communes qui sont concernées et on va immédiatement travailler avec les bourgmestres et les cellules de coordination communale. Et donc il faut s'exercer à cela. Et donc c'est très très important qu'on ait tous cette culture du risque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi cette culture, non seulement la culture du risque, mais aussi la culture d'apprendre à être débordé. Et donc, tout à l'heure, Jean-Michel Javot a dit qu'il fallait parler avec humilité. C'est effectivement avec énormément d'humilité. Moi, on me dit souvent « Ah oui, mais c'est bon, hein, vous avez fait un super exercice, maintenant on est prêt. » Non, on n'est pas prêt. On se prépare, mais on ne sera jamais suffisamment prêt. Et de la même façon qu'effectivement, je vous expliquais tout à l'heure, on constate que des lits de rivière ont été déplacés par les derniers événements. On constate aussi, du coup, que nos modèles ne sont plus appropriés, qu'il faut les revoir, qu'il faut recalculer les quantités d'eau sur un bassin versant par rapport à une inondation. Mais de la même façon, par exemple, pour le moment, nos pompiers sont formés pour les inondations, sont formés à des tas de choses. Ils n'étaient pas formés pour les feux de forêt. On a dû envoyer nos pompiers se former dans le sud de la France, dans le Var, à Valabre, où il y a une école de sécurité civile qui est formidable et qui forme un peu les pompiers de toute l'Europe, pour traiter les feux de forêt. Avant, au début où j'étais gouverneur de province, je ne connaissais pas les feux de forêt. Je n'avais jamais connu un feu de forêt. Ici, ça fait maintenant 3 ans qu'on a des feux de forêt. On en a eu un gros il y a peu de temps d'ici. Et on est face à des phénomènes qu'on ne connaissait pas. Et donc, on doit apprendre ces phénomènes. On doit réadapter tous nos logiciels. Et par rapport à la coordination de l'urgence, c'est la même chose. Je pense qu'on doit rester sur des fondamentaux, savoir qui fait quoi, qui dit quoi aussi. Donc il y a un grand principe en communication de crise, c'est que c'est celui qui gère, qui communique, de façon à ce qu'il y ait, par rapport aux citoyens et par rapport à l'ensemble de la population, un message qui soit clair et uniforme pour éviter qu'il y ait des comportements inadaptés et qui risquent d'aggraver encore des situations. Et donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ce type de maîtrise. Et puis, il y a toujours des tas de difficultés entre nous. Donc, il ne faut pas négliger le fait qu'à un moment donné, nous avons des difficultés de télécommunication, des difficultés par rapport à avoir l'information en temps. Voilà, mais il faut s'y préparer, il faut s'exercer. Merci. Monsieur Javot, je voulais juste rebondir sur cette question de la supracommunalité, parce qu'on discutait tout à l'heure de l'impact de certaines décisions d'aménagement du territoire, par exemple, sur une commune, qui va avoir des conséquences sur la commune voisine, parce que voilà, on artificialise des terres, on bétonne, et du coup, voilà, ça peut avoir des répercussions soit plus en aval, soit dans la vallée, etc. Donc, à ce niveau-là, effectivement, au niveau de la prévention, voilà, comment articuler mieux le dialogue et surtout travailler ensemble. En essayant d'être court. Alors, les points négatifs et positifs. Négatifs, je pense qu'il y a parfois aussi certaines lois, certains décrets ou en tout cas certaines traditions à modifier. En général, on s'entend bien entre bourgmestres et entre responsables de communes voisines.
Chez nous, c'est une zone de police, 6 communes, 4 parties différentes, c'est jamais disputé en 10 ans, et on vote à l'unanimité. Mais la loi dit que vous n'êtes pas responsable des eaux qu'une commune envoie vers plus bas. Et donc, dans l'absolu, si vous êtes la commune du dessus, ben, voilà, vous allez pouvoir bétonner à fond, faire un zoning et y aller. L'eau peut arriver en bas, ben, votre responsabilité sera quand même à vous de le gérer. Après, on peut aller pleurer vers la région wallonne, mais en attendant, vous êtes quand même inondé. Donc, on essaye évidemment de travailler de façon positive. Ça ne sert à rien d'être affligé. Et donc, par exemple, ici, on travaille avec 3 communes pour faire toute cette étude hydrographique avec la IDE, avec des intercommunales, avec la région wallonne, pour pouvoir réfléchir aussi au chemin des différents ruisseaux, au chemin des évacuations, l'alimentation des stations d'épuration et le chemin vers la Meuse, en prenant tous ces aspects. On le cofinance au prorata des habitants, donc c'est déjà pas mal, puisque ça veut dire aussi que les communes au-dessus acceptent de participer. On essaye aussi avec des partenaires de pouvoir faire, parfois on exproprie, pour faire des bassins, des endroits qui jusque-là n'étaient pas prévus. Moi, c'est ce qui me marque le plus, c'est que quelque part, on a un peu fait toutes les infrastructures sur un scénario donné. Ici, les récentes crises bouleversent un peu tous les scénarios. C'est pour cela que je disais, sur la modestie, je pense aussi, Gilles vient d'en parler, c'est assez nouveau, les planifications d'urgence, les réactions, les cellules de crise, les responsables communaux vraiment formés à des scénarios graves, ça n'a pas 20 ans, ça n'a pas 25 ans. Alors, moi je pense aussi, c'est une bêtise, mais ça arrive souvent en été. Souvent, ils sont en vacances, les titulaires de fonction, que ce soit le planu ou bien que ce soit le bourgmestre, etc. Et donc, il faut toujours prévoir, et ça, il faut le mettre dans la culture, son doublon, même quelqu'un d'autre, dans chacun des services, quelqu'un qui peut réagir très rapidement, qu'on ne soit pas à 5 à communiquer. Parce que, je vais terminer par là, mais c'est hyper important, mais moi, c'est vraiment notre dada, on est dans une démarche aussi. Vous savez, on m'appelle le fils spirituel de Cyrulnik depuis 20 ans, donc on essaye vraiment d'avoir une démarche, mais c'est hyper important que tous les citoyens soient associés à la démarche. Or, ce sont souvent les mêmes qui participent au PCDN, qui participent à la CCAT, qui vont venir dans l'atelier d'évaluation de ce qui s'est passé, qui vont être hyper actifs, c'est les 20-25% d'altruisme progressiste, mais souvent, les victimes, c'est avec eux qu'on a besoin de plus parler. Pour moi, on doit aller dans les cafés papotes au milieu de la cité, on doit aller au comité de parents expliquer, tiens, si on plante, si on fait un petit parc public à côté de l'école, vous voyez, c'est aussi pour que les enfants et les familles à côté ne soient pas inondés. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je trouve qu'il y a plein de chouettes trucs à faire dans les endroits où ils se réunissent, et pas nécessairement les faire venir vers notre démarche de résilience. Oui, et justement, pour revenir sur ce développement de cette culture du risque et de la vulnérabilité, parce que, comme pour reprendre les mots de François Gemène, ces événements extrêmes ne seront plus exceptionnels, la première chose à faire, comme disait Ilios Kotsou ce matin, c'est peut-être de prendre conscience de cette vulnérabilité et de l'accepter, première chose, et de la transformer ensuite en force d'action. J'ai beaucoup aimé aussi l'expression utilisée par la Task Force Verdre. Je pense que c'était une présentation inédite cet après-midi dans l'atelier de cette formulation. Alors il y a 3 étapes. Il y a nous après le déluge. Donc après le déluge, c'est quoi? C'est d'abord l'effroi. Et puis petit à petit, on fait place pour de nouveaux imaginaires. Il y a après nous le déluge. Voilà, citation qu'on connaît tous et qui est peut-être encore un peu trop présente aujourd'hui dans les populations. Et puis il y a nous auprès du déluge, et ça c'est la transition, c'est effectivement tout ce qu'on va pouvoir mettre en place ensemble. Je trouve que c'est vraiment, ça résume très très bien cette question en fait, cette culture, en tout cas cette nouvelle culture que nous devons tous absolument intégrer. Alors justement, vous venez de parler, M. Javot, de la... Comment faire percoler tout ça auprès de publics qui sont à milieu de ces préoccupations-là, pour plein de bonnes raisons. Donc ça, c'est une première question. Comment impliquer davantage le citoyen? Comment impliquer davantage l'ensemble des parties prenantes? Je me tourne vers vous, Stéphanie Hayden. Vous, au niveau du Deluxe, vous dépensez aussi beaucoup d'énergie dans la sensibilisation, l'information de vos publics. Comment vous faites concrètement? Oui, donc effectivement, j'ai parlé tout à l'heure du soutien aux communes, mais c'est vrai que ça va bien au-delà. Le travail d'Idelux Eau est aussi mené vers une sensibilisation vers le tout public. Donc, par exemple, lorsque l'on inaugure une station d'épuration, eh bien, on profite évidemment de l'événement pour faire par après une journée porte ouverte, pour déjà informer la population du village ou de la ville concernée déjà de comment une station d'épuration fonctionne. Et puis on en profite également pour rappeler finalement le rôle de l'égouttage, le rôle de l'infiltration. On
on insiste vraiment donc sur le fait que tout ne va pas à l'égout, et je pense que voilà, il y a une manière aussi au travers de brochures, de vulgarisation du code de l'eau, parce que le code de l'eau, finalement, c'est pas un livre de chevet, c'est pas quelque chose que chacun on va commencer à lire, et je pense que ça c'est vraiment le rôle de l'intercommunal, c'est de sensibiliser aussi les enfants au cycle de l'eau, à l'importance de bien gérer l'eau. Donc voilà, il y a des journées de sensibilisation, il y a des portes ouvertes. Il y a aussi des webinaires que l'on organise à destination des communes, mais surtout aussi à destination des architectes, parce qu'on on a aussi tout un travail de remise d'avis sur permis, évidemment. On est presque à 900 avis sur permis donc dans la province de Luxembourg. Alors pas que des particuliers, évidemment, des avis de permis sur des entreprises. Et donc là aussi, on sent qu'il y a encore du travail parce que parfois, voilà, il y a déjà des choses mises en place dans le permis qui auraient peut-être pu être différentes s'il y avait eu une meilleure connaissance donc en termes d'infiltration et d'évacuation des eaux. Et puis il y a aussi des animations dans les écoles. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a des brochures, il y a des petites vidéos, des petites capsules vidéo, et qui sont vraiment à destination du tout public pour finalement mieux comprendre la gestion de l'eau. Et ça passe aussi sans doute par une reconnexion à la nature, aux vivants qui nous entourent. Et je salue au passage l'initiative Nature pour tous, qui s'est exprimée aussi cet après-midi dans les ateliers et qui vise à aller toucher aussi des publics marginalisés, en difficulté. Et la nature fait des choses extraordinaires avec ces publics-là. Je vous invite vraiment à découvrir ce projet. Et moi, je voulais juste encore dire une chose, c'est qu'on sent aussi qu'il y a de plus en plus de connexions. Par exemple, je reparle des stations d'épuration, mais quand on est amené maintenant à créer de nouveaux ouvrages, on travaille de plus en plus avec Natagora, le DNF, pour voilà, finalement, il n'y a pas que l'ouvrage en question qui est important, il y a tout ce qui est autour. Ça peut être la mise en place d'un étang, ça peut être la mise en place de ruches, il y a aussi des vergers qui sont créés avec des écoles. Donc on essaye vraiment de faire des connexions finalement avec différents acteurs, et je pense que voilà, on va aller vers ça. Merci. Geneviève, est-ce que vous parlez de toutes ces, comment dire, ces questions complexes, finalement, ces questions environnementales complexes, enfin socio-environnementales complexes qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que ce sont des sujets que vous pouvez aborder avec vos publics, avec vos aînés? Est-ce que vous leur expliquez la canicule, les causes, ou est-ce que ce sont des sujets qui sont difficiles à aborder avec des publics plus fragilisés, plus vulnérables, ou avec vos autres bénéficiaires? Est-ce que ce sont des discussions que vous pouvez avoir? Je dirais qu'ils sont plus dans l'urgence, donc ils n'ont pas spécialement besoin de comprendre ou de voir les solutions. Ils veulent avoir leurs solutions pour eux. Donc ils aimeraient qu'on les aide à améliorer leur logement, mais c'est souvent compliqué parce qu'ils sont dans des logements de maisons sociales qui sont souvent inadaptés, qui sont mal chauffés, qui sont mal isolés. Donc nous, on n'a pas de levier là-dessus. Et les personnes, elles veulent une solution rapidement. Donc nous, à part essayer de leur trouver une autre maison, on n'a pas d'autre solution. C'est assez compliqué. Donc on a très peu de réponses à leur apporter, puisque leurs demandes sont assez immédiates, et elles sont vraiment dans la précarité, et elles veulent du mieux, tout simplement. Donc qu'on construise un bassin d'orage pour qu'elles soient plus inondées, elles s'en foutent. Jean-Michel Javot, vous voulez réagir? Oui, je trouve que c'est vraiment très très important, parce que ça va être un des gros enjeux, c'est notamment comment pouvoir financer, vous voyez, des initiatives de résilience, d'anticipation, etc. Et vous savez, on est dans une succession de crises qui pour moi sont toutes liées, mais c'est un avis personnel. Mais par exemple, pour l'instant, si on se lance dans une démarche participative pour pouvoir ombrager, ils vont dire on aimerait mieux avoir directement de l'argent pour diminuer la facture d'énergie. Et donc ça n'apparaît pas comme une première urgence. C'est évidemment tout le débat que tout le monde connaît de comment expliquer que l'anticipation et que l'investissement à long terme va
coûter beaucoup moins cher que de réparer les dégâts qu'on vient d'avoir aux inondations, mais c'est très très dur pour l'instant, après Covid, après les inondations, après l'accueil des Ukrainiens. Pour l'instant, c'est très très dur d'identifier comment trouver les financements pour pouvoir faire ces activités, en rappelant, je pense qu'on en parlait tous les deux, qu'il y a souvent la double peine pour les personnes précarisées. Donc par exemple, au milieu des inondations, ce sont souvent les plus pauvres qui ne sont pas assurés, ou bien qui sont mal assurés, et donc ils vont mettre beaucoup plus de temps, qui n'auront pas accès à l'info, qui n'auront pas les bons experts, qui n'auront pas le bon bureau, et qui vont reconstruire éventuellement sur des choses qui sont encore mouillées, et puis qui vont encore avoir les dégâts. Et donc comment aussi réfléchir globalement à avoir une sorte de couverture collective, parce que si on dit oui, mais il y a le fonds des calamités pour ceux qui ne sont pas assurés, mais c'est 5 ans plus tard, hein, pendant ce temps-là, vous ne vivez pas. Hein, donc... Merci. Justement, par rapport à cette question du financement de la gestion du risque, au niveau d'une commune, ou vous me direz aussi peut-être au niveau d'une province, comment justement justifier de l'investissement dans certains aménagements, de certaines solutions basées sur la nature, par exemple, qui à court terme rapportent quand même beaucoup moins que construire un gros immeuble. Donc comment est-ce que voilà, comment faire finalement pour financer ça, en sachant que quand on est convaincu comme vous l'êtes, on sait bien qu'un investissement, que le coût de l'inaction est plus élevé que l'investissement dans toutes ces solutions d'avenir. Mais comment convaincre, comment faire en sorte que ça se fasse? Bon, allez, je me lance. Donc vous avez parfaitement raison. Évidemment, toute la difficulté dans nos boulots, c'est de faire comprendre, quel que soit le secteur, hein, même si on parle de criminalité, c'est la même chose pour moi. Investir dans la prévention est toujours bien plus rentable que dans la réaction ou dans la répression. Et donc, pour prendre cette métaphore, et donc ici, c'est clair que la seule façon, moi je n'ai pas de pouvoir politique, je ne suis qu'un modeste fonctionnaire, et donc la seule façon que j'ai, c'est d'attirer l'attention de l'autorité supérieure et l'attention des citoyens quand on peut sur les phénomènes auxquels on est confronté, en disant attention, on peut prendre des mesures, on doit prendre des mesures dans notre je veux les prendre quand même à un niveau local, donc je ne veux pas quand même trop sortir de mes compétences, mais on doit prendre des mesures pour créer une zone d'immersion. Je suis exaspéré quand j'entends que le dossier est bloqué par un phénomène NIMBY à un moment donné, alors qu'on a absolument besoin d'une zone d'immersion temporaire à tel endroit. Je suis exaspéré, et là je prends parfois des arrêtés contraires donc pour forcer la situation, quand j'apprends qu'un agriculteur a créé ses sillons dans le sens de la pente, alors que ça fait 3 fois qu'on lui dit de ne pas mettre ses sillons dans le sens de la pente. C'est généralement pas l'agriculteur lui-même, c'est un ouvrier agricole qu'on n'a pas briefé, qui a fait l'erreur. Mais en attendant, ça peut avoir des dégâts. Alors ça, c'est une petite affaire, mais on peut les prendre de façon beaucoup plus grande, et parfois on est confronté à des dossiers où effectivement on se rend compte que on a détourné l'objet premier qui était par exemple d'avoir un outil préventif, un bassin d'orage. On l'a un petit peu détourné de son sens, on l'a rendu inefficace parce qu'en même temps, on a le cas dans la province, parce qu'en même temps on a créé un grand parking pour une entreprise et que l'entreprise a oublié de signaler qu'elle avait créé ce grand parking. J'ai eu le cas récemment sur une rivière importante qui déborde régulièrement. Je me demandais pourquoi ça déborde alors qu'il y a 2 ans ça n'avait pas débordé, mais on n'était pas au courant de ce parking. Et tout d'un coup, on se rend compte de ce type de situation. Ça me rend fou parce que on a l'impression de parfois parler dans le désert. Hein, donc là aussi, c'est une métaphore. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette question ? Oui. Mais je voulais aussi réagir par rapport au monde agricole. J'ai assisté encore ici en début de semaine aux assises de l'eau à l'initiative de la province de Luxembourg, donc du gouverneur et de ses équipes et des députés. Et en fait, ils ont présenté finalement l'analyse qu'ils ont fait par rapport à la suite des inondations de 2021. Ils ont interrogé les 44 communes avec plusieurs questions, notamment d'où venaient finalement ces inondations. Et il en est ressorti que
Ben voilà, c'était principalement les trois grandes causes, c'était débordement de cours d'eau, c'était les avaloirs bouchés, donc les égouts qui refoulaient, et c'était aussi des coulées boueuses. Et donc il y a eu quand même là dans la salle des représentants d'agriculteurs qui se sont un peu étonnés finalement de voir que les problèmes d'agriculture, c'était quand même une des trois causes que l'on voyait le plus souvent. Et donc je pense qu'il y a effectivement un vrai travail à faire avec le monde agricole, de la prévention, il y a la possibilité d'aménagement, on parle de zones d'immersion temporaire, mais qui peuvent continuer finalement à être exploitées par les agriculteurs. Donc c'est pas parce qu'il y a une zone d'immersion temporaire que finalement ce terrain agricole n'est plus du tout utilisable. Donc voilà, je pense qu'il y a une conscientisation à faire, et je dis pas du tout que le monde agricole ne fait rien, c'est pas du tout ce que je dis, mais voilà, je pense que c'est vraiment tout le monde qui est concerné, et je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Oui. Merci. Peut-être juste avant, honneur aux dames, hein, Monsieur Javot, parce que je voulais juste donner encore la parole avant à Geneviève, parce que vous êtes aussi dans une commune très rurale, agricole, très rurale. Et donc, est-ce que vous avez aussi entamé un dialogue avec les agriculteurs au niveau du collège? C'est pas le CPS, hein, c'est parce que c'est pour ça que je précise bien le collège communal. C'est mon autre casquette. Effectivement, en plus, on a 2 échevins qui sont agriculteurs, donc ça facilite un peu le dialogue. Mais on a effectivement rencontré beaucoup d'agriculteurs, justement, pour leur demander de faire les sillons à l'envers. On a installé aux frais de la commune des fascines. Par contre, on a un autre souci, on a planté du miscanthus, mais le problème maintenant, c'est qu'il est récolté, on n'arrive pas à s'en débarrasser, à le revendre. Donc voilà, donc il s'accumule, donc c'est idiot, hein, mais enfin, donc voilà. Mais sinon, en général, les agriculteurs sont de bonne composition, sauf évidemment, il y a toujours 1 ou 2 mauvais coucheurs. Hein, ça, c'est... Juste petite parenthèse, après je vous donne la parole. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a le Festival de l'agriculture de conservation des sols qui se déroule le week-end prochain, je pense, à Aiguezé. Et je sais que là aussi, ils vont... C'est 22-23, voilà. Et donc là aussi, j'imagine qu'il y aura beaucoup de solutions qui seront mises à l'honneur pour être plus résilients, pour accompagner nos agriculteurs à être plus résilients. Monsieur Javot, oui, vous vouliez réagir? Je voulais juste revenir un peu sur financement, parce qu'il faudra un petit peu de tout. Alors, je sais qu'il y a quelques membres de cabinet et d'administration dans la salle, j'en profite. Et donc, il ne faut pas uniquement qu'il y ait des bourgmestres qui ont terminé et qui se disent « je peux choisir de mettre certaines priorités ». C'est bien plus populaire de se faire réélire, de faire un nouveau l'omnisport, ou bien de pouvoir faire quelque chose de populaire, plutôt que d'investir dans la prévention, dans la biodiversité. Donc, il y aura des interventions communales, et je pense que plus vous travaillerez culturellement sur cette importance, plus ça fonctionnera. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir des actions aux autres niveaux de pouvoir. Je prends un exemple, il y a des dépenses pour les communes qui sont sous plan de gestion, qui sont hors balise d'endettement. Certaines dépenses de police, certaines dépenses de zone de secours. Pourquoi est-ce que des dépenses de prévention par rapport à des catastrophes, ou bien pour lutter contre la dégradation de la biodiversité, ne pourraient pas être hors balise? Alors pour l'instant, c'est un peu l'ambiguïté qu'il peut y avoir entre certaines administrations ou bien en certains fonctionnements, c'est qu'on va dire c'est hyper important pour ne pas revivre ce que vous avez vécu, mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas, puisque vous êtes sous plan de gestion, et vous ne pouvez pas investir à l'extraordinaire là-dedans, parce que ce n'est pas dans vos missions premières de la commune de pouvoir répondre à cela. Donc là, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait quelque part une sorte d'union sacrée pour essayer d'anticiper, sinon ça coûtera beaucoup plus cher. C'est un peu comme les investissements économiseurs d'énergie. Et donc là, je pense qu'il y a tout un gros travail à faire sur le financement. Et puis évidemment aussi, après, c'est de sensibiliser nos partenaires privés quand on installe un zoning, quand on fait certaines initiatives. Aujourd'hui, on a quand même l'échange de bonnes pratiques. Donc, ce que Gilles expliquait, ici, on commence quand même à avoir un réseau. J'ai participé à un colloque début mai à distance avec Zagreb, Valence, Milan, où il y a plein d'endroits en Europe où on travaille sur la résilience des communes avec différents types de catastrophes. Et donc, c'est la même chose en Belgique. On commence hélas à avoir des communes qui ont une certaine expérience. Donc, je pense qu'on doit partager les bonnes pratiques et les bonnes initiatives, parce qu'il y en a qui ne coûtent pas très cher. Vous savez, on s'est réunis avec toutes les communes de la région de Verviers. Quelqu'un a dit, voici comment j'ai fait un bassin d'orage en 2 semaines quelque part. Et puis maintenant, je pense qu'on en a fait 30 en moins d'1 mois. Alors, c'est des bassins temporaires, ça ne vaut pas la peine des grands ouvrages d'art, etc. Comme le dit Gilles, il faut aussi qu'ils soient bien utilisés. Hein. On connaît beaucoup de sociétés qui vont déverser les restes dans les bassins d'orage et qui bouchent les entrées. Donc, il faut aussi le travailler tout au long de l'année. Mais je pense que des initiatives de financement peuvent être culturellement acceptables pour notamment toucher les publics, pour leur expliquer que ça coûtera moins cher après.
Si tu peux, il ne faut pas oublier non plus la gestion à la parcelle, quoi, hein. Donc voilà, c'était important aussi que les gens, les citoyens soient concernés et investissent dans ou aménagent finalement déjà leur parcelle parfois. Gilles Maillot, vous vouliez aussi réagir ou non? Je voulais réagir sur un point qui est celui de l'échange des bonnes pratiques. Et donc, parce qu'effectivement, malheureusement, on est effectivement de plus en plus confronté à des difficultés. Il y a des réseaux européens qui concernent les municipalités. Moi, je fais partie de plusieurs réseaux là-dessus, notamment sur la résilience, notamment par exemple suite aux inondations dans la vallée de la Roya près de Nice. Il y a eu des initiatives citoyennes qui ont été prises dans cette vallée, qui nous ont inspiré aussi, alors que la configuration est très différente, mais il y a vraiment des bonnes pratiques que l'on peut reprendre, notamment par rapport à toute une phase qui n'était pas du tout dans notre culture, c'est celle du rétablissement. Donc normalement, un gouverneur est concerné par la gestion de crise, et puis on a ajouté dans l'arrêté royal de 2019 sur nos missions le fait qu'il fallait aussi qu'on s'occupe du rétablissement. Alors, le problème, c'est que le rétablissement, d'abord, on a 0 € pour le faire, donc c'est la première chose. Et puis, c'est extrêmement vague. Qu'est-ce qu'on fait des personnes à reloger? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on parvient à normaliser la situation par rapport à la catastrophe elle-même, donc à faire en sorte que la situation n'empire plus. C'est ça le boulot, hein. Donc d'arriver à ce qu'on parvienne à maîtriser l'événement de façon à ce qu'il n'y ait plus d'autres victimes. Mais qu'est-ce qu'on fait des personnes impactées? Comment est-ce qu'on fait la suite? Et où ça s'arrête? Est-ce que la mission s'arrête une fois qu'on s'est occupé de toutes les personnes impactées? Ou est-ce que la mission s'arrête au moment où on a remis des dispositifs préventifs pour éviter la récidive, si j'ose dire? Et ça n'est absolument pas défini. Et on demande pour le moment aux différentes autorités, tant à la région wallonne qu'à l'État fédéral, de nous préciser le travail. Parce que pour les communes, c'est la même chose. Elles sont en charge. Jusqu'où va-t-on s'arrêter? Et qui va reprendre la mission ensuite? Qui va s'occuper effectivement des personnes qui se retrouvent, je dirais, aidées par le CPS, parce qu'heureusement, il y a encore ce filet-là. Il y a le filet de la sécurité sociale qui est là par rapport à toutes ces personnes. Mais comme ça a été dit plusieurs fois, ce sont les publics les plus marginalisés, les plus fragilisés, qui sont les premières victimes de ce type de situation. On l'a bien vu à Liège, mais dans le Brabant wallon, quand ça déborde à Wavre, ce n'est pas les quartiers les plus chics de Wavre qui sont touchés, hein. Donc ce n'est pas les hauteurs, c'est forcément les fonds de vallée, et un petit peu partout la géographie et la sociologie est la même. Et donc on est confronté à ça. Et donc on doit vraiment maintenant apprendre aussi, au-delà de la prévention, de la gestion, de l'incident même, on doit apprendre à qu'est-ce qu'on fait ensuite, tant par rapport à la population que par rapport à tout ce qui est évitement de la reproduction du phénomène. Merci. Alors une dernière question que je voulais aborder avec vous, c'est la question de la biodiversité. On sait bien qu'une Wallonie plus résiliente est une Wallonie plus riche dans sa biodiversité. Je vais vous donner juste un petit exemple qui m'a vraiment très fort parlé récemment. J'ai eu l'occasion d'aller me balader du côté de Spa-Stoumont, de discuter avec les chefs d'environnement de la commune de Stoumont. La commune a été très peu touchée. Elle a été touchée, mais à la marge au mois de juillet. Et les chefs m'expliquaient, en fait, dans notre commune, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord eu une forme de bon sens qui a fait que tous nos villages, qui ont été conçus par nos anciens sur les versants ou sur les hauteurs, enfin plus sur les versants parce que les hauteurs sont trop balayées par les vents, mais plus sur les versants, eh bien, les villages ont continué à se développer comme ça, donc on n'a pas eu d'habitation à proximité de nos rivières, alors que la commune est traversée par l'Amblève, par la Lienne, par le Roannais, enfin par plusieurs rivières. Aucune habitation en bord de rivière. Ils ont bénéficié d'un important projet de restauration des tourbières via le LIFE, Ardennes liégeoise. Donc plein de tourbières réhabilitées. Ils ont aussi permis aux différents cours d'eau d'occuper les lits majeurs en cas de crue, etc. Et donc, résultat, alors ça n'explique pas tout, mais en tout cas, ça a fortement contribué à ce que l'impact soit moins fort qu'à d'autres endroits qui ont le même type de contexte. C'est quand même très parlant.
Donc moi, j'avais envie de savoir ce que vous mettez en place, vous, comme solution basée sur la nature, dans vos territoires respectifs, justement, pour anticiper et réduire ces risques d'inondation, ici, en l'occurrence. Je ne sais pas qui veut commencer. Un petit exemple en province de Luxembourg. J'ai un petit exemple avec la station d'épuration que l'on vient d'inaugurer la semaine passée, donc, qui est une station d'épuration sur filtre planté de roseaux. C'est la 4e station d'épuration avec ce principe qui est donc beaucoup moins énergivore. Après, je ne vais pas vous rentrer dans les détails du fonctionnement exact de cette station d'épuration, mais c'est dans les avantages, c'est que c'est une intégration paysagère qui est indéniable. Par contre, c'est une station d'épuration qui demande pas mal d'espace. C'est pour ça qu'on est sur des plus petites, on envisage en tous les cas ce procédé sur des plus petites stations d'épuration. Et il se fait que dans le cadre de la biodiversité, là donc en l'occurrence c'est à Vaux-sur-Sûre, cette station d'épuration va contribuer à la préservation de la moule perlière. Voilà. Donc voilà, il y a tout un contexte qui est intéressant. Donc la préservation de la moule perlière par rapport à d'autres ouvrages à venir. C'est vrai que maintenant, comme je le disais, on va prendre en considération donc, la préservation de la biodiversité, dans le sens où c'est sûr qu'on va se mettre beaucoup plus en rapport avec Natagora. On évite évidemment de construire des ouvrages en zone Natura 2000 et on va prendre en considération voilà, l'aspect paysager et on va imaginer mettre en place, comme je le disais, des étangs, des haies vives, que sais-je. Donc voilà, il y a tout un travail, dans tous les cas, de réflexion, c'est vrai, qui est en cours et qui évolue positivement à ce niveau-là. Merci. Geneviève, à Senef, est-ce qu'on plante des arbres? Est-ce qu'on crée des mares? On est déjà une commune très rurale, donc des arbres, on en a. On fait un cadastre, par contre, de nos arbres pour être sûr qu'ils ne soient pas malades et qu'ils ne tombent pas sur la chaussée ou sur les maisons ou sur les personnes. Sinon, on plante des haies. Oui, on a une conseillère une conseillère environnement qui est très active et très soucieuse de tout ce qui est biodiversité. Donc on a quand même beaucoup, on est très attentif, mais nos villages sont pas extensibles. On va plus beaucoup construire. On a peut-être quelques chancres des anciennes usines qui sont réaffectées en lotissement, mais c'est très peu. Donc et puis ils seront construits à côté du canal, donc au pire. Non, on a veillé à ce que tout soit bien au point. Il y a des bassins d'orage, il y a des citernes, tout est bien prévu pour qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là, quoi. Merci. Vous souhaitez réagir sur cet aspect biodiversité? Je vous sens moins inspiré. Si, je respectais, moi. J'essaie d'équilibrer les temps de parole. Non, mais enfin voilà. Donc, en gros, moi, j'essaie toujours... D'abord, le Covid a permis, alors il faut toujours trouver l'opportunité dans une crise, à plein de gens de redécouvrir des richesses ou bien du patrimoine naturel qui est tout près de chez eux. Et ça, je trouve que ça transcende par contre toutes les couches sociologiques de la population. Ils ont plein d'expertise. Enfin, c'est absolument fascinant dans toutes les couches. Donc déjà, ce sont pour moi les premiers sur qui il faut s'appuyer, de dire tiens, quand j'étais petit, j'allais à la source là-bas, maintenant les bouchers, etc., ou bien les chemins qui existaient, etc. Donc j'ai commencé en disant qu'il y a plein de richesses dans la commune. Alors, vous le savez peut-être, on est une des 4 communes KIC et donc une des communes pilotes. Et donc, c'est notamment... Expliquez peut-être en 2 mots KIC, parce que je sais pas KIC, c'est vraiment une démarche. KIC, c'est un mot parce que ça va se passer en Flandre aussi. C'est pour accélérer la sensibilisation sur la biodiversité et d'avoir très rapidement des grosses actions ou bien des grosses réalisations mais avec le choix notamment des citoyens qui vont eux-mêmes choisir, participer, co-construire dans 7 secteurs, c'est aussi bien sur les déchets, dans l'eau, dans l'énergie, aussi dans la participation citoyenne et dans différents aspects en société. C'est un partenariat avec, il y a pas mal d'experts, Gérard Jadoul, etc., dans les comités de pilotage. Mais donc ce qui est très chouette, c'est qu'on s'appuie surtout sur les associations, sur le centre culturel. Ce sont toutes des personnes, vous parliez tout à l'heure d'associer les acteurs, et donc c'est justement des personnes qui travaillent dans le plan de cohésion sociale, dans le centre culturel, dans le PCDN, dans les GAL, qui vont travailler ensemble pour dire tiens,
notre priorité va aller, on va essayer de réunir le budget avec des partenaires privés et publics pour faire, par exemple, quelque chose. Alors, je vais prendre un exemple, puisqu'elle n'est pas encore arrivée. Céline est venue créer notre premier pédibus. Voilà, c'est le fermier qui nous a dit, avant, il y avait un petit chemin qui traversait mon champ. Moi, je veux bien vous donner un chemin. On plante des espèces à gauche et à droite avec des panneaux pédagogiques tout près d'une école. On est garé à 300 mètres de l'école. On fait un petit parking là tout près, puis on descend. Vous avez sûrement déjà entendu parler, mais ce n'est pas uniquement pour désengorger la rue. C'est pour ça que je parle de, quand c'est win-win, que j'aime bien. C'est aussi, on redécouvre des espèces. Tiens, c'est quoi comme arbre? Ah, c'est des arbres de la région. Parfois, il y a des arbres fruitiers, etc. En même temps, on traverse la propriété du fermier, et puis on peut être sensibilisé aussi. Et l'institutrice va faire une matinée ou bien va faire l'école du dehors à un moment donné dans le champ du fermier. Et ce sont tous des publics qui ne se parlent pas nécessairement, qui en même temps vont être sensibilisés à la nature. On a une école qui fait pratiquement la moitié de ses cours dans une petite clairière, dans un bois juste en face de l'école. L'école du dehors, ça change toute la dynamique d'une classe. Des enfants hyperactifs, super nerveux, quand ils sont au milieu de la nature et que ça part sur la sensibilisation, c'est quelque chose qui est phénoménal. Et donc c'est pour ça que je parlais d'échanges de bonnes pratiques. Après, je sais que plusieurs ministres, et puis il y a eu plein d'autres personnes, nous aussi on nous l'a proposé, on l'a vu quelque part, enfin la personne qui l'a amené, c'est pas moi, donc c'est soit des chefs de l'enseignement, ou bien quelqu'un qui a, ou la directrice ou quoi, qui a eu le projet, qui a vu ça quelque part, qui s'est dit on va le faire, mais c'est inimaginable comme c'est du win-win, et comme surtout on est de nouveau sensibilisé au bienfait de la nature. Vous parliez de notre relation au vivant, c'est par les enfants et c'est par les jeunes générations aussi qu'on va pouvoir de nouveau respecter le vivant avec l'expérience des anciens. Et donc, je termine, mais par exemple, Canicule, c'est le conseil des aînés pour l'instant qui sonne à tous les aînés pour voir est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que vous êtes hydraté. Ce ne sont pas des employés de la commune, ce sont des citoyens qui sont en train de téléphoner dans leur quartier, etc., pour dire est-ce que tout va bien. Ils se sentent reconnus et participants. C'est très différent de la fonctionnaire qui va téléphoner en disant ça va? Oui. Enfin, je ne dis pas qu'elle ferait ça, mais je dis... Et donc voilà, c'est une autre relation quand même. Merci pour ce mot de la fin très inspirant. On m'avait dit 4h35, il est 4h35, pile. Donc voilà, un grand merci à vous pour votre participation. Le sujet est vaste, on n'a pas pu tout aborder, mais en tout cas, on a déjà balayé pas mal de questions.